Donc on va reprendre cette session avec des aspects plutôt pédiatriques et je souhaitais en fait vous présenter des résultats un peu descriptifs, ça veut dire, de la cohorte Lito-Népal pour illustrer les difficultés qu'on peut avoir finalement à porter ce diagnostic d'encéphalopathie anoxo-ischémique. Alors effectivement, on a fait une cohorte française d'encéphalopathie anoxo-ischémique qui s'appelle Lito-Népal, long terme outcome de néonatal encéphalopathie. Pourquoi? Parce que le AI reste un problème de santé publique, comme on l'a dit, avec 1 ou 2 pour 1000 naissances, ce qui fait environ 800 à 1600 bébés qui peuvent être concernés en France par cette pathologie. On l'a rappelé tout à l'heure avec des risques en fait qui sont importants, puisque avant l'ère de l'hypothermie, on avait quand même des devenirs défavorables qui étaient quand même assez fréquents. Et puis, du fait que l'hypothermie s'est généralisée depuis 2010, il nous paraissait intéressant de voir un petit peu ce qui se passait à l'échelle nationale. Donc cette étude est une première en France, puisqu'en fait ça a été une étude qui a été menée sur 18 mois, qui est donc en population. Il y a une seule région qui n'a pas pu en fait être intégrée à l'étude, où on a recensé toutes les encéphalopathies anoxo-ischémiques qui étaient hospitalisées en fait en niveau 3, en réanimation en fait néonatale. Et l'originalité, c'est qu'on a voulu inclure les enfants qui étaient à terme, bien sûr, mais qu'on a voulu regarder une population qui nous semble, nous, un petit peu oubliée, qui sont ce qu'on appelle les late préterm, c'est-à-dire les enfants qui naissent à partir de 34 semaines. Alors, qui est inclus dans la cohorte? Et ça, je pense qu'il est important de vous préciser en fait comment en fait on a inclus ces enfants. Il fallait bien évidemment qu'ils aient un tableau neurologique franc à l'entrée et qui était en fait évalué entre la naissance et l'admission en néonatologie. Et le clinicien avait à classer en fait cette encéphalopathie néonatale, soit en fait d'une façon sévère si les signes lui paraissaient très marqués, ou une encéphalopathie plutôt modérée si les signes étaient moins marqués. Très important pour vous, c'est sur quels arguments d'asphyxie on a inclus ces enfants. Alors soit il y avait une biologie qu'on a qualifiée d'extrême, avec des pH inférieurs ou égal à 7 ou un base déficit supérieur ou égal à 16 ou un lactate supérieur ou égal à 11, ou alors on avait une biologie intermédiaire qui était faite au cordon, et avec des résultats qui étaient ceux-ci, ou une biologie éventuellement indisponible. On pouvait donc inclure malgré tout l'enfant, s'il avait vraiment le tableau neurologique, bien sûr, mais il fallait qu'il ait un des 4 événements suivants, soit l'événement aigu pernatal sentinelle, soit l'anomalie brutale du rythme cardiaque fœtal, soit un Apgar mauvais à M5, ou soit une ventilation assistée persistante à M10. Et puis, il fallait donc le terme. Donc, vous voyez qu'on incluait les enfants sur 3 signes, la biologie au cordon, ou les événements en fait, que je vous ai cités, le terme et le tableau neurologique. Alors, après, on a collecté beaucoup de données. Et c'est ça, en fait, l'avantage de cette étude, c'est qu'on a quand même énormément de données, des données sur la mère, bien sûr sur l'accouchement, mais aussi sur toute sa grossesse, des données sur l'enfant en réanimation, et là, vous voyez un bébé qui est en hypothermie, avec des médicaments. Donc, on a recensé, bien évidemment, toute la prise en charge de ces enfants. On a recensé les examens complémentaires avec les imageries. Alors, on n'a pas les imageries en tant que telles, mais on a fait un plan d'analyse standardisé des imageries, et donc toutes les imageries ont été interprétées par des seniors selon un plan d'analyse qui était précis. Les électroencéphalogrammes, bien sûr, en regroupant à la fois les EEG standards, et puis vous savez qu'on fait maintenant ce qu'on appelle l'AEEG, c'est-à-dire c'est ce genre en fait d'appareil qui est un appareil de monitoring beaucoup plus facile à faire en néonatologie. Et on a également une biologie standard, et une biologie un peu plus poussée pour simplement un sous-groupe de 200 enfants. Ce qu'il faut bien que vous réalisiez, c'est que ce n'est pas un protocole, c'est une étude observationnelle où on a recensé ce qui se faisait vis-à-vis de toutes ces données. Alors là où c'est intéressant, c'est qu'on va avoir le suivi d'une façon standardisée. En fait, les parents donnaient un accord pour la recueil des données en hospitalisation, et après, à la fin de l'hospitalisation, si évidemment il était survivant, ils signaient un accord pour le suivi. Le suivi comporte d'une part une analyse du stress post-traumatique à 6 mois, d'autre part un examen pédiatrique à 18 mois avec ce test MCHAT qui est un test de repérage, on va dire, d'éventuels troubles du spectre autistique, et un questionnaire parental sur l'impact sur l'environnement, comment est gardé l'enfant, comment est l'impact sur la famille. Ensuite, à 2 ans, on a des tests de développement, je ne vais pas rentrer dans le détail, qui sont l'ASU et en fait un test de langage et le brunellisine. À 3 ans, on refait un examen pédiatrique complet et des examens en fait cognitifs plus un autoquestionnaire sur l'environnement de l'enfant. Et enfin, à 4 ans, on a en fait également des choses sur le développement cognitif, mais on a aussi, on en parlait tout à l'heure avec un de vos collègues, des informations sur le stress post-traumatique très à distance de l'événement. Donc voilà toutes les données que l'on a, et avec comme objectif de définir les facteurs prédictifs de devenir défavorable à 3 ans. On est en train de sortir le
3 ans, avec comme critère de jugement principal un score composite qui associe décès et séquelles graves et modérées. Les objectifs secondaires sont nombreux et je ne vais pas rentrer forcément dans les détails pour vous présenter maintenant la cohorte. Voilà la cohorte où on a donc en France recueilli 869 cas durant une période qui est de septembre 2015 à mars 2017. Pendant l'hospitalisation, en fait, les néonatologues avaient la possibilité de ne pas confirmer le diagnostic et c'était le cas pour 25 enfants. Donc on a 844 enfants qui étaient éligibles. Il y a 50 enfants qui ont été inclus dans le registre des non-inclus, si je puis dire, pour des différentes raisons, soit parce qu'ils décédaient très précocement le plus souvent, ou soit parce que les parents, en fait, ne souhaitaient pas. On a donc inclus, et c'est notre base de calcul, 794 enfants. 794 enfants qui sont décédés pour 145 et qui ont survécu pour 649. Si vous ajoutez les 32 décès précoces, vous avez donc un total de décès de 177 enfants, ce qui fait 20%. Et les enfants ont été ensuite inclus dans le suivi pour 583, et il y en a 66 qui n'ont malheureusement, entre guillemets, pas été inclus dans le suivi. Donc vous voyez qu'on a finalement des données pour un nombre important d'enfants, 794, ce qui est quand même, pour une étude en population, relativement conséquente. Alors la première question que je voulais en fait aborder avec vous, c'est qui sont ces enfants ? Est-ce que véritablement ce sont des enfants pour lesquels on peut attribuer un diagnostic d'encéphalopathie anoxo-ischémique ? Voilà les caractéristiques des enfants selon les critères d'inclusion. Le terme déjà. Vous voyez qu'effectivement, on a une population qui se répartit entre différentes classes d'âge gestationnel et on a 15% d'enfants qui sont effectivement late préterm. Des enfants ensuite qui sont à 37, 38, 25%. Le gros de la troupe est à 39, 40, 42%. Et vous avez des enfants qui sont quand même entre 41 et 42. Vous voyez qu'en fait, pour les critères d'asphyxie, le pH médian est ici, 6,96. Le lactate médian à 12. Le base déficit médian à moins 11. Mais finalement, vous avez 61%, alors je ne sais pas dire seulement, ou tout de même, mais 61% d'enfants qui ont des pH inférieurs ou égal à 7 ou moins. Et vous avez 60% aussi d'enfants qui ont des lactates supérieurs à 11 et 20% qui ont des bases déficits en fait supérieurs à 16. Au total, vous avez par les pédiatres 43% des enfants qui sont estimés sévères sur le plan clinique à l'admission. Donc vous voyez que finalement, tous les enfants n'ont pas tous les critères que vous souhaiteriez, entre guillemets. Les critères caricaturaux que l'on peut attendre pour une anoxo-ischémie en fait néonatale ne sont pas tous présents. Si on regarde les éléments additionnels, on est là aussi avec des événements qui ne sont pas toujours présents. L'événement sentinelle n'est présent, entre guillemets, que pour 46% des cas. Les anomalies du rythme pour 85% des cas. L'Apgar mauvais, en fait, à 10 minutes pour 48% des cas. Et on a 74% des enfants qui vont être intubés en salle de naissance. Alors vous voyez que finalement, on peut déjà un peu discuter sur ces enfants puisqu'ils n'ont pas tous les caractéristiques, on va dire, caricaturales de l'anoxo-ischémie. Si on regarde un petit peu par rapport aux autres, qu'est-ce qu'on constate ? Là, je vous ai mis en fait des résultats de 3 essais randomisés sur l'hypothermie. Alors, ce n'est pas des cohortes, en fait, puisque ce sont des essais randomisés, mais qui ont inclus des enfants qui avaient manifestement cette maladie. Si on regarde de l'Apgar bas à M5, vous voyez que nous, on est ici, et là, on a des chiffres qui sont un peu plus élevés, avec parfois même des chiffres qui sont quand même beaucoup plus élevés, puisque dans cette série de 200 gamins, il y a 90% des enfants qui ont un Apgar bas à M5. Pour le pH, on est assez comparable en fait aux autres. Pour le taux en fait d'encéphalopathie jugé sévère à l'admission, on est peut-être intermédiaire, alors que pourtant on a des enfants qui ont finalement moins souvent des Apgar bas à M5. Et quant aux anomalies de rythme, dans ces essais randomisés, en fait, les chiffres ne sont pas toujours connus, mais on a l'impression que finalement on est un peu dans la même lignée que les autres, à savoir qu'effectivement pour les autres séries, pourrait-on dire, d'encéphalopathie anoxo-ischémique assez conséquentes, on n'est pas toujours, et vous le savez, avec tous les critères parfaits. Alors on a regardé aussi les événements sentinelles. Gilles vous les a présentés tout à l'heure. Là c'est un tout petit peu différent au niveau des chiffres parce qu'on a repris certaines données qui étaient un petit peu partielles depuis, mais on retrouve ce qui vous a été présenté, c'est-à-dire qu'on a environ un tiers des enfants qui ont des événements dits aigus. Et vous voyez que finalement, sur une série quand même de 700, là on avait pris les 726 cas analysables, on a 12% d'HRP, ce qui correspond un petit peu à ce qu'on vous a montré tout à l'heure. Le plus représenté, c'est l'HRP. Mais vous voyez que toutes ces étiologies que l'on craint et que vous craignez en tant qu'obstétricien, elles ne sont pas si fréquentes que ça. Et si on se compare en fait aux autres,
alors j'ai pris une seule étude là qui est assez représentative puisqu'une grosse série est récente. Vous voyez que finalement aussi ces événements qui sont en fait recensés, l'HRP, la procidence, l'éclampsie, la rupture utérine, sont aussi finalement assez faiblement représentés. Alors ça pose un peu question parce que qu'est-ce qui s'est passé pour les autres? Alors pour les autres, vous allez le voir, en fait on a des événements qu'on a classés en subaigus, comme des diminutions de mouvement actif depuis 48 heures, comme des contextes inflammatoires, comme des métroragies dans les jours auparavant, mais ces événements aigus sentinelles, comme on dit, vous voyez bien qu'ils ne sont pas forcément si fréquents dans une grosse série comme la nôtre. Si on regarde le mode de naissance, vous voyez que finalement 19% des enfants naissent par voie instrumentale, 26% en césarienne avant travail, 37% en césarienne durant travail. Vous voyez que cette pathologie, en fait, se répartit dans les différents niveaux de soins. C'est donc bien une pathologie qu'on rencontre partout et qui concerne tout le monde, avec finalement 70% des enfants qui naissent outbound, c'est-à-dire en fait des enfants qui ne vont pas être sur le centre dans lequel on va pouvoir les soigner et qui vont donc devoir être transférés pour avoir l'hypothermie, ce qui est évidemment une complication, enfin, ce qui complique l'organisation des soins, et on voit bien que là, de toute façon, on ne pourra jamais aboutir à une même approche que la grande prématurité qui permet, entre guillemets, de faire naître le maximum d'enfants là où il faut. On aura toujours une pathologie, entre guillemets, surprise, qui finalement fera qu'on aura des naissances outbound. Alors, après, on s'est intéressé, si vous voulez, Gilles a cité tout à l'heure la task force, qui est effectivement un groupement d'obstétriciens et de pédiatres qui, en fait, se sont posé la question de savoir quels étaient les critères qui permettaient de relier un handicap moteur, là c'est plus l'handicap moteur à distance, à une asphyxie par pertum. Et ils ont donc cité dans cette revue qui est de 2014, ils rééditent un petit peu régulièrement en fait leurs conclusions, si je puis dire. Et voilà les signes en fait qui permettent en fait, enfin pour eux qui permettent d'évoquer un événement aigu perpartum. Le score d'Apgar mauvais à 10 minutes, le pH inférieur à 7 au cordon, l'imagerie cérébrale évocatrice d'une anoxoïschémie, et pour nous c'est surtout l'atteinte des noyauris centraux ou des régions cortico-sous-corticales, la présence d'une défaillance multiviscérale, parce que si vous avez le cerveau qui ne va pas, le rein qui ne va pas, le foie qui ne va pas, il faut bien une cause commune, et l'hypoxie est quand même probablement une cause commune, donc une atteinte multiviscérale reste un élément évocateur d'une anoxie. Et puis vous avez des facteurs généraux, bon, les événements sentinelles, c'est sûr que quand il y a une rupture utérine, nous, pédiatres, on ne se pose pas trop de questions sur pourquoi. Pourquoi il y a rupture utérine, mais pourquoi en fait le bébé va mal. Les anomalies du rythme, vous en avez parlé tout à l'heure longuement, donc je ne reviens pas là-dessus. Et puis ce critère négatif, qui est quand même un peu délicat parce qu'on peut avoir quand même plusieurs parfois contextes, mais pour cette task force, le fait de ne pas avoir de facteurs inflammatoires, infectieux, de retard de croissance, de lésions placentaires chroniques, c'est des choses qui sont un peu exigées pour pouvoir relier l'handicap moteur à une asphyxie perpartum. Alors, on a regardé effectivement qu'est-ce que ça donnait avec notre cohorte. Si vous prenez que les critères d'asphyxie tels qu'ils ont été définis, pH inférieur à 7, Apgar mauvais à 10 minutes, vous n'avez que 27% des enfants de notre cohorte qui ont ces critères. Si vous prenez les critères de morbidité, IRM cérébrale évocatrice, défaillance multiviscérale, vous n'avez que la moitié des enfants qui ont ces critères. Si vous avez en fait l'anamnèse, événement sentinelle, ou cette histoire de facteurs négatifs, c'est-à-dire pas de retard de croissance, pas de lésion placentaire, pas de contexte inflammatoire, pas de contexte infectieux, vous avez entre guillemets 62% d'enfants qui vont avoir cette situation et que 37% qui ne l'auront pas. Et chose quand même qui pose un peu question sur les enfants qu'on a inclus dans cette étude, si vous prenez tous les critères, qui sont très restrictifs, il faut bien le reconnaître, tous les critères, vous avez en fait que 10% des enfants de notre cohorte qui vont vraiment avoir tous les critères, dont ce critère négatif. Ce qui montre bien, à mon avis, que ces enfants sont assez, c'est pas à vous que je vais apprendre ça, que ces enfants, pour attribuer une encéphalopathie néonatale à un phénomène asphyxique perpartum, ce n'est pas à vous, obstétriciens, que je vais apprendre que c'est délicat et difficile. Pour autant, nos enfants ne sont pas des méningites bactériennes. 84% des enfants ont été mis en hypothermie par le néonatologue. C'est quand même un argument, certes indirect, pour se dire que ces enfants avaient une EAI. Si on regarde le taux de décès qui est de 20%, il est assez comparable aux essais randomisés. Alors les essais randomisés, vous avez 50% des enfants qui sont évidemment traités et 50% qui sont en placebo. Je vous ai mis les taux de mortalité globaux des séries et les taux de mortalité entre parenthèses du groupe du bras, en fait, hypothermie.
Et vous voyez que finalement, dans notre population, on a 85% d'enfants traités, on est finalement dans les taux habituels décrits de décès lorsqu'on traite majoritairement ces enfants par hypothermie. Ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'on n'a pas encore sorti le suivi, mais on avait donné la possibilité aux pédiatres qui suivaient l'enfant jusqu'à 3 ans d'infirmer le diagnostic d'EAI a posteriori. S'il découvrait une maladie métabolique, s'il découvrait une maladie génétique, il avait la possibilité de dire « stop, cet enfant doit sortir de la cohorte ». On a un seul enfant sur 583 pour lequel le diagnostic a été infirmé. Et puis, peut-être que l'explication, ou une des explications pour expliquer que nos enfants n'ont pas tous les critères maximaux de l'asphyxie, c'est qu'on a en fait des grades de sévérité qui sont variables, puisqu'on a 10% de grade 1, ce qui est pour nous une atteinte transitoire en fait, du cerveau sans grande séquelle a priori, 50% qui sont des grades 2, donc des grades intermédiaires, et 35% des grades 3. Donc, si vous voulez, pour cette première conclusion, l'ensemble des critères d'anoxo-ischémie ne sont pas tous présents dans notre cohorte comme dans les autres, et si on utilise des critères restrictifs comme la task force, très peu d'enfants les ont tous. Ceci souligne la difficulté d'attribuer le critère anoxo-ischémique de l'EAI, et certains de mes collègues, comme Stéphane Marais qui va vous parler, refutent presque le terme d'encéphalopathie anoxo-ischémique auquel ils préfèrent le terme d'encéphalopathie néonatale. Et pour détailler l'anamnèse obstétricale, les événements aigus, donc à peu près 30%, les événements subaigus, 31%, et des enfants qui n'ont aucun événement, mais des anomalies, 36%, vous voyez que ça reste quand même une pathologie qui, pour vous, est mystérieuse, peut-être, en tout cas pour nous, ne trouve pas toujours d'explication, puisque finalement, les événements obstétricaux perpartum ne sont pas toujours d'une clarté parfaite. Deuxième question qu'on s'est posée avec le groupe avec lequel on travaille, c'est de savoir si l'évolution à court terme était reliée à certains facteurs précoces. En fait, si vous voulez, pour nous, en pédiatrie, on a reçu un enfant à quelques heures de vie pour une encéphalopathie néonatale. Notre problème à nous, ça va être de savoir si effectivement c'est une encéphalopathie qu'on peut attribuer à une anoxo-ischémie et si la forme est suffisamment grave pour qu'on inclue en hypothermie. Et vous savez que tous les principes de neuroprotection, quels qu'ils soient, médicamenteux ou hypothermie, doivent être administrés précocement si on veut interrompre en fait le mécanisme qui aboutit aux lésions cérébrales. Donc il faut quand même agir assez vite sur ces questions et on a besoin de facteurs qui vont nous discriminer les enfants qui sont des EAI et des EAI graves pour pouvoir avoir la neuroprotection. Alors l'évolution à court terme de la cohorte, voilà les 794 enfants, les survivants 649, les décès je vous en ai parlé, et on a distingué nos survivants selon qu'ils ont une IRM anormale, une IRM normale, et malheureusement pour 68 enfants, on n'avait pas de connaissance de l'IRM. Les lésions précises ont déjà été publiées, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Là, en fait, vous avez donc finalement 47% des enfants qui ont une évolution satisfaisante, si on se fie à la survie avec IRM normale, 31% qui sont quand même avec une IRM anormale, 18% qui sont décédés, ce qui fait qu'on a quand même encore 44% des enfants, malgré un traitement généralisé par hypothermie, qui finalement, en fait, sont avec une évolution défavorable. Donc l'idée, c'est de savoir, si vous voulez, si parmi les facteurs précoces, le clinicien qui reçoit cet enfant pourrait éventuellement repérer ces enfants qui vont mal réagir, enfin pas réagir favorablement à l'hypothermie, pour éventuellement leur proposer autre chose. C'est ça l'idée. Et les facteurs dont le clinicien dispose à l'admission, c'est bien sûr l'anamnèse de votre histoire, avec les événements sentinelles, le pH et le lactate, le fait qu'il soit né dans un centre ou pas, où on peut faire l'hypothermie, et puis tous ces éléments, je dirais presque intrinsèques, son terme, le retard de croissance, le sexe, la sémiologie neurologique, sévère ou modérée, l'atteinte extraneurologique, digestive, respiratoire, cardiaque, et aussi on y a inclus un paramètre sur lequel en fait Isabelle Guélex, qui vous parlera tout à l'heure, s'intéresse, c'est la glycémie. Voilà, alors je ne vais pas détailler l'analyse parce que là en fait ce n'est pas tellement le but, mais voilà en fait le modèle final. Ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est de regarder ce qui sort et ce qui ne sort pas. Ce qui ne sort pas pour finalement être associé à un devenir défavorable qui est défini par la survie avec IRM anormal ou le décès, l'âge gestationnel ne sort pas, le sexe masculin ne sort pas, le hypotrophe ou au contraire trop gros ne sort pas, le statut outboard ne sort pas, et pour vous, l'événement obstétrical aigu ou subaigu ne sort pas. Même les événements aigus auxquels on aurait pu penser qu'ils exposaient quand vous avez une rupture utérine, quand même, pour nous c'est en tout cas quelque chose de suffisamment grave, on pouvait penser qu'il y avait ceux-là qui seraient plus exposés en fait à des devenirs défavorables, ça ne sort pas. Par contre, ce qui sort, c'est le lactate, supérieur à 11, pas le pH, mais le lactate, l'Apgar mauvais à 5 minutes, et la sévérité en fait du tableau neurologique à l'admission, bon, ça c'est une affaire de pédiatre, effectivement, mais avec un risque relatif qui est quand même extrêmement élevé, tout du moins pour le décès. Donc
Ça peut paraître la palissade de dire que finalement, il faut s'intéresser encore à l'examen neurologique précoce de ces enfants pour savoir un petit peu leur gravité, mais c'est en tout cas ce qui ressort. Le fait d'avoir une autre atteinte respiratoire ou cardiaque ne sort pas. Et l'hypoglycémie comme l'hyperglycémie, une glycémie élevée est probablement le reflet d'une non-utilisation de l'énergie par la cellule, ressortent pour le décès. Donc au total, l'hypothermie, elle n'est pas efficace pour 44%, enfin 44% des enfants n'ont pas une évolution satisfaisante. Il y aurait donc une place à d'autres stratégies neuroprotectrices et si vous voulez, avec ces critères, même s'ils sont assez génériques, il est peut-être possible de repérer précocement des enfants qui ne vont pas bien réagir à l'hypothermie pour leur proposer autre chose. C'est un peu l'idée actuelle. Pour terminer, la troisième question, c'est l'exhaustivité. On s'est posé la question de savoir si on avait simplement tous les cas. Et donc on a réinterrogé le PMSI, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que j'ai plus beaucoup de temps, avec ces critères-là. Bon. Et on a finalement trouvé qu'on avait, nous, nos 794 cas, et pendant le même temps, on avait 1111 cas qui étaient dans le PMSI. Alors évidemment, on s'est dit, bon, ben, finalement, les gens n'ont pas inclus correctement. Si on regarde un peu en détail, on a 325 cas qui n'étaient pas dans le PMSI et qui étaient dans l'ITO-Népal, 469 cas qui étaient communs, et 642 cas, mais encore 642, qui n'étaient pas identifiés dans la base ITO-Népal. On a réinterrogé le DIM, c'est un travail qui a été fait par Anego essentiellement, et qui a permis d'explorer ces 642 cas. On a redemandé, en interrogeant le DIM et les services, de savoir s'il y avait véritablement une EAI selon les critères que nous, on avait fixés pour l'inclusion. Et bien sûr, s'il n'y avait pas des doublons et qu'ils n'étaient quand même pas dans la base d'ITO-Népal. On a pu récupérer ainsi 159 cas, ce qui fait que si vous avez parté des 840 cas éligibles de notre étude, que vous y rajoutez ces 159 cas que l'on a récupérés par le PMSI, ça fait donc ce nombre de cas sur ce nombre de naissances, et c'est ce qui nous a permis d'estimer la fréquence de cette maladie en France, qui est donc de 0,87 pour 1000. Donc on est plutôt proche de 1 pour 1000 que de 2 pour 1000. Alors en conclusion, l'encéphalopathie anoxie-ischémique est toujours une maladie présente en France. Les critères précoces de diagnostic sont difficiles avec des cas caricaturaux qui sont loin d'être toujours présents. On peut repérer précocement les enfants à risque malgré l'hypothermie. On a vu que le lactate pour nous était assez pertinent. Alors attendez, je ne dis pas qu'il faut faire des lactates, hein, mais l'examen neurologique initial clinique est aussi pertinent. La glycémie précoce, il faut probablement s'y intéresser. Pas d'évidence pour l'événement sentinelle pour repérer ces enfants qui évoluent défavorablement avec l'hypothermie, et pas d'évidence aussi sur les caractéristiques des nouveau-nés. Je vous annonce Lille, mais ça a déjà été fait, et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui. On va vous passer le micro. Une question d'obstétricien un peu naïf peut-être. Est-ce qu'on a recherché des facteurs maternels en rétrospective qui pourraient imaginer marquer un pronostic plus sévère pour un enfant? Est-ce que le volume de perte sanguine, un facteur biologique chez la mère a été retrouvé ou cherché pour donner un pronostic a posteriori pour l'enfant? Alors c'est une très bonne question. On a des données, mais on n'a pas cherché encore. On a des données parce qu'on a recueilli toutes les données d'hospitalisation de la mère avant l'accouchement, plus des données biologiques effectivement en fait pendant l'accouchement, mais celles-ci n'ont pas été exploitées. Le seul travail qui a été fait par Gilles Cayem et son équipe, c'est qu'ils ont caractérisé un peu le profil des mères de cette cohorte en les comparant en fait aux mères de l'enquête nationale périnatale pour voir un petit peu le profil des mères. Mais on n'est pas rentré dans les détails médicaux de l'histoire maternelle, mais on a des données et ça pourrait être exploité. François ? Je voulais me permettre de souligner l'importance d'avoir ce genre de données, parce que vous avez vu tout à l'heure, en première partie d'après-midi, où on parle beaucoup, nous les obstétriciens, du rythme, du pH, etc. Et puis on manque énormément de données sur les issues, en fait. Hein. Et pourquoi ? Parce que c'est très, très difficile, finalement. C'est très compliqué à avoir. Et donc ces données vont nous apporter beaucoup de choses. Moi, je ne suis pas très étonné que les événements sentinelles ne sortent pas, pour tout dire, parce que je pense que maintenant, compte tenu du niveau de soins dans les maternités, je pense que nous, les obstétriciens, on voit bien qu'on a maintenant des HRP
et des ruptures utérines, mais depuis longtemps, où c'est une variable continue sur l'état des enfants quasiment. Il y a des enfants qui peuvent aller très très bien, et certains parce que ça dépend de la rapidité et de l'anticipation. Donc je suis pas forcément très étonné. En plus, tu n'as qu'une partie. T'as pas les décès intrapartum ou les morts-nés tout de suite. Ah non. Voilà. Donc, t'as pas non plus ceux qui vont très très bien. Bon, ça, à la limite, ça ne pourrait que renforcer ce que tu pensais, ton étonnement, mais bon, il n'y a pas les morts. Donc, c'est juste ça. Et la deuxième chose, c'est que finalement, on faisait cette remarque avec Norbert, c'est que finalement, 0,9 pour 1000, si on veut montrer que des nouveaux examens ont un intérêt ou des interventions ont un intérêt, il faut bien se rendre compte que, sachant que ce 0,9 pour 1000, il y en a certains qu'on ne pourra jamais éviter. Voilà, donc ça veut dire qu'il va falloir diminuer. Ce qu'on veut, en gros, c'est peut-être passer de 0,9 à 0,6. Allez, 30% d'amélioration, c'est énorme. Bon, je vous laisse faire un calcul du nombre de sujets nécessaires pour montrer qu'une intervention va passer de 0,9 à 0,6. Voilà, je pense qu'il vaut mieux avoir des raisonnements plutôt que d'interroger la Cochrane où il n'y aura jamais rien. Des raisonnements un peu comme ceux qu'on a eu tout à l'heure avec Bruno ou Olivier, plutôt que d'aller voir la Cochrane. C'est vrai que si on recommençait des données, peut-être qu'il faudrait prendre les morts intrapartum, ça c'est sûr. Peut-être pour essayer de comprendre. En complément, excuse-moi, c'est juste parce que c'est en complément de ce que disait François, enfin complément à une deuxième question, mais ça se rejoint. On a tendance, à la fois dans la littérature, dans la critique que j'ai faite de Chandra Arendt et autres, à se focaliser sur l'événement, qui n'est pas l'événement extrême, parce qu'il peut y avoir la mort aussi, mais sur les conséquences neurologiques. Et en fait, on l'a vu dans une des diapos de Gilles Kayem, il y a une répartition qui est assez habituelle en médecine, des pH de naissance. On a mis un cut-off à 7. Bon, il y a des enfants qui authentiquement vont mal se développer avec des pH un petit peu supérieurs à 7. Alors à 7,15, 7,20, certainement beaucoup moins si ce n'est pas autre chose, la cause, mais ça peut arriver. Est-ce qu'à un moment donné, on a une raison de penser que ça peut être intéressant dans une maternité d'avoir une stratégie qui vise à augmenter le pH moyen de naissance? Cette question-là, je ne l'ai pas inventée. En fait, c'est des questions qu'on retrouve dans de la vieille biblio des années 70-80 sur les pH de naissance, pas les pH au scalp. Est-ce qu'à un moment donné, ça peut être intéressant sur la santé des enfants? Pas tous, évidemment. Il y a plein de 7,05 qui vont très bien. Est-ce que, après, pour l'évaluation aussi de nos pratiques, être sur un critère moins dur que la conséquence neurologique, mais il faut qu'il soit valable. Si on avait un critère clinique valable pour les pédiatres, pour aller un peu dans ce sens-là, ça pourrait peut-être aussi nous aider pour progresser dans l'évaluation de données. Le choix du critère de jugement principal est fondamental, ça c'est sûr. Par rapport à des souhaits que vous souhaiteriez apporter pour la médecine périnatale perpartum, c'est sûr qu'après la réflexion sur le choix... J'en suis en fait à me dire qu'un critère comme celui-ci, il est tellement compliqué en fait à définir avec certitude que ça devient finalement... J'essaie de reformuler ma question de façon plus synthétique. Est-ce que, en tant que pédiatre néonate, vous avez des arguments pour commencer à penser peut-être que c'est mieux de naître malgré tout pour la majorité des enfants plutôt au-dessus de 7,10, plutôt au-dessus de 7,15 que de s'approcher du 7,00 qu'on essaie d'éviter ou pas? C'est peut-être Le seuil serait très difficile à définir, je pense. Le seuil serait très difficile à définir. Isabelle? On n'a pas de seuil, c'est compliqué. Par contre, on a d'autres éléments parce qu'il y a les atteintes neurologiques. La mort, ça, on sait que c'est grave. L'atteinte neurologique, on n'aime pas. Mais on a étudié avec Gilles les patients, les asphyxies donc inférieures à 7, qui naissaient mais qui n'avaient pas d'encéphalopathie anoxo-ischémique. Ceux qui restaient normalement dans leur mater ou qui étaient en néonate. Et en fait, parmi ces patients, on s'est rendu compte qu'on avait quand même 15% qui avaient une détresse respiratoire, donc qui étaient secondairement aux soins intensifs ou en réanimation pour détresse respiratoire. On avait pas mal de retard à l'alimentation, avec du coup des patients qui avaient une hospitalisation qui était un petit peu plus prolongée, qui était aux alentours de 5 jours, alors qu'on se parle de nouveau-nés à terme, qui étaient censés normalement partir avec leur mère tranquillement à J2, J3. Donc on voit qu'on a quand même une morbidité qui est associée, même si elle n'est pas dramatique. On va peut-être avoir un taux d'allaitement qui va être moins bon. Donc il y a quand même des choses qui sont associées à ces pH un petit peu plus bas. Et on reste sur les moins de 7, là, dans ce que vous... Ouais.
Norbert ? Ouais, merci Thierry pour ton topo là, qui nous éclaircit un petit peu puis qui nous fait un peu évoluer sur les critères biologiques, de marqueurs. Alors c'est vrai que les glycémies, on n'y pense pas beaucoup. Donc c'est vrai que c'est un élément. Et alors, est-ce que c'est retrouvé d'abord dans la littérature, ces glycémies comme étant un facteur potentiellement négatif pronostic. Et puis j'ai pas vu le pH j'ai vu les lactates à 11, mais j'ai pas vu le pH. Qui varie, oui. Ouais. Et alors donc ça sous-tend deux questions. Dans la définition de la TOC force, en fait, il y a quand même des éléments cumulés qui définissent l'asphyxie. Et donc, comme on commence à faire des gardes un peu partout dans les maternités, y compris dans les niveaux 1, où on voit qu'il y a des recommandations de certaines maternités qui demandent juste un pH au cordon, souvent le veineux d'ailleurs ou l'artériel, ça dépend de ce qu'ils peuvent faire. Quand on voit ce que tu marques, est-ce que les facteurs cumulés, base excess, pH au cordon, pH à l'artère, pH à la veine, etc., est-ce que ça ne sort vraiment pas et seul le lactate sort, ou est-ce que le lactate sort parce que les autres... parce que ce serait étonnant qu'avec un lactate à 11, on n'ait pas les autres critères associés. Les bases déficit, en fait, on a beaucoup de données manquantes, en fait. D'accord, donc c'est peut-être ça qui... Mais les pH. Mais le pH, par contre, le pH, en analyse univariée, il ne sortait pas. Donc on ne l'a pas retenu, en fait, comme candidat. Que ce soit artériel ou veineux, peu importe. Alors, si tu veux, on est obligé de pouler, en fait. Nous, vous avez mélangé les deux. On sait l'origine du prélèvement. On sait s'il est artériel, veineux ou indéfini, c'est aussi possible. On a pris même, pour tout vous dire, le prélèvement dans la première heure de vie, si on n'avait pas le pH au cordon. Donc, on a fait une succession hiérarchique. En poulant tout ça, le pH ne ressort pas. Mais ça veut dire que ma question, dans ton réseau de périnatalité, par exemple, si on avait un prélèvement au cordon à recommander, est-ce qu'il faudrait virer vers le lactate? Si vous faites un seul prélèvement, faites au moins le lactate. Il y a une réponse. Il y a une réponse pour nous, néonatologues. C'est vrai que ce qui reflète peut-être le plus précisément un métabolisme anaérobie, ça reste la production d'acide lactique. Donc les lactates. Le pH, je vous apprendrai, vous savez qu'il y a cette histoire de la PCO2. Moi, j'ai vraiment envie de poser une question aux obstétriciens, parce que nous, quand on a une acidose hypercapnique dans le service, c'est le poumon qui ne fonctionne pas. On raisonne évidemment différemment que c'est une acidose métabolique, où là, on se dit que c'est les organes qui ne sont pas perfusés. Bon. Mais pour un bébé qui naît, son poumon, il ne sert à rien. Donc, en fait, quand il y a de la PCO2 dans le sang du cordon, ça veut bien dire que le placenta, il dysfonctionne aussi. Quelque part, c'est aussi un marqueur du dysfonctionnement en fait, de l'hématose. Donc finalement, pour nous, il y a quand même cette histoire de dire l'acidose hypercapnique, on s'en fout parce que c'est pas de l'hypoxie. Mais chez un nouveau-né qui vient de naître, qui a un poumon qui ne fonctionne pas, le contexte est complètement différent. Mais en tout cas, il y a ça, il y a la part métabolique, il y a les bases déficits. Pour nous, le lactate est un marqueur sur le plan théorique qui est plus le reflet de l'hypoxie. Et qui ressort là. Et qui ressort. D'accord. Juste, je réagis avant la question de François pour essayer de compléter un peu. C'est aussi pour tester si moi j'ai compris. Dans l'étude, là, le pH seul ne ressortait pas, et c'était plutôt les lactates qui ressortaient. Moi, je trouve que c'est pas un résultat qui est fondamentalement étonnant si on n'a pas un résultat de pH complet avec le base excess, parce que ça, c'est quand même c'est documenté depuis assez longtemps. Et je voudrais pas qu'on passe le message. Non. De plus. Non, mais c'est pas ce que vous avez fait. Hein, mais c'est juste pour compléter. C'est que moi, je l'entends comme ça. C'est-à-dire que si on travaille quelque part où on peut avoir le pH, mais c'est compliqué d'avoir le base excess et autres, oui, les lactates sont très intéressants, mais idéalement, il vaut quand même mieux avoir le pH et les bases excess. Et j'ajouterais quelque chose, c'est qu'on maîtrise, même si c'est pas parfait, on maîtrise un tout petit peu mieux la physiopathologie pH base excess au cordon que celle des lactates, avec potentiellement plus de passage maternel, ce qui expliquait ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire des hyperlactatémies à pH normal, qui est une situation qui n'est pas du tout exceptionnelle. Non, puis après, attendez, moi je ne vous parle pas de repérage d'asphyxie, je vous parle de repérage d'enfants qui ont une évolution défavorable avec une EAI traitée par hypothermie. Oui, bien sûr. Juste dans cette étude, les lactates, c'est les lactates au cordon ou c'est les lactates chez l'enfant? Lactate de cordon. Lactate de cordon, pareil, avec la même hiérarchie artérielle, veineuse, c'est que des lactates de cordon, là. Dans la première heure de vie, si on n'a pas au cordon. Ah oui, mais tu vois. Non, parce que je pense que c'est quand même assez important. Hein. C'est que combien il y a d'enfants avec lactate là? Combien tu as de. C'est 600, 700 J'en ai un peu moins que, évidemment. Oui, mais quand même, tu en as beaucoup. Parce que je suis étonné qu'il y ait autant de gens qui fassent des lactates au cordon.
660. Voilà. Et je me demande si dedans, il n'y a pas des lactates qui ont été faits peut-être à un quart d'heure, une demi-heure de vie. D'accord ? Et donc là, on ne peut pas du tout comparer parce que tous les pédiatres sont très très bons, il n'y a aucun problème, ils font tous la réanimation parfaite, mais on sait très bien qu'il peut, autrement, enfin, s'il n'y avait pas des bons il peut y avoir une mauvaise prise en charge avec une aggravation de l'état acido-basique des enfants et donc de l'attaque qui monte après. Alors, C'est l'obstétricien qui parle. Non, mais tu as raison. Les pédiatres ne font pas toujours des bonnes réanimations. Ah, merci. Mais par contre, pour que le lactate soit dosé, il faut qu'il circule. C'est-à-dire qu'au moment de l'arrêt cardiaque, même chez un adulte, au moment de l'arrêt cardiaque, tu es en arrêt, tu es mort, ton lactate n'est pas encore augmenté. Par contre, une fois qu'on t'a réanimé, une demi-heure après, quand tu as de nouveau une circulation efficace, une hémodynamique efficace, là, le lactate va augmenter. Donc, le fait que le lactate augmente à 1 heure de vie ne veut pas dire que la néonate a mal fait. Voilà. C'est jamais de leur faute, c'est dingue. Non, mais c'est hyper important parce que c'est vraiment très important. C'est-à-dire que plus l'asphyxie va être aiguë et sévère, et surtout aiguë, plus on va avoir un lactate qui va augmenter secondairement. Et donc, par exemple, sur une procidence du cordon, on va avoir un lactate qui peut augmenter secondairement. On aura beaucoup moins ça sur des anomalies de rythme qui vont être prolongées. D'accord. Ce que je voulais juste dire, c'est que la discussion de comparer le pH au lactate là, je ne suis pas certain qu'on puisse la faire correctement, vu qu'il y a quand même certainement beaucoup de lactates qui ont été faits, non pas au cordon, mais un quart d'heure, une demi-heure, 3/4 d'heure après la naissance de l'enfant. Donc après, il s'est passé des choses, je veux bien, il n'y a pas de problème. Mais donc voilà, c'est juste ça. Et après, vous dites qu'il n'y a pas de relation entre pH et pronostic, entre décès et IRM voilà. IRM normal. Mais c'est pH en continu ou avec le seuil d'inférieur à 7, comme par exemple. Oui, c'est. Vous vous rappelez de ça? Tu te rappelles? On ne l'a pas testé dans le multivarié, on ne l'a pas mis dans le modèle, le pH, en fait. D'accord. Dans l'univarié, c'était pH inférieur à 7. D'accord, et ça ne sort pas du tout? Non. D'accord, ok. C'est vrai que c'est un peu étonnant, mais... Oui, après, moi je suis peut-être moins étonné que toi, parce que c'est le pH seul, à nouveau. Donc sur un pH seul inférieur à 7, avec des bases excess normales, un lactate normal. Juste pour rebondir sur cette histoire de pH, là le biais quand même, c'est qu'on inclut des enfants qui ont une encéphalopathie anoxio-ischémique. On n'est pas en train de regarder une cohorte de pH, de regarder si c'est un facteur de risque. Ça, c'est peut-être pour ça aussi, ça gomme. Ouais, ça gomme. De l'asphyxie. Et est-ce que non, mais après on va trop loin, mais puis on discute de l'étude. J'aurais d'autres questions forcément. Oui, merci beaucoup. Une question. Juste un commentaire, c'est que normalement, dans les indications, ça c'est pour François, il n'écoute pas. Dans les indications de l'hypothermie, normalement, il y a le pH inférieur à 7. Ça sort. Il ne sort pas, mais en fait, comme indication. On va laisser la parole à Isabelle Guélec, qui est donc médecin maintenant à Nice et qui s'intéresse particulièrement en fait aussi à l'encéphalopathie anoxio-ischémique et en particulier sur l'optimisation des soins dans cette situation. Merci Isabelle. Merci. Alors, ça va être un petit peu un résumé de toutes les questions qu'on s'est posées ces différents topos. Donc ça, c'est intéressant. Et puis on va essayer de voir ensemble comment on peut essayer, malgré toutes ces difficultés, parce qu'on a bien compris que c'était difficile de prévoir, c'était difficile de voir les anomalies du rythme cardiaque fœtal, c'est difficile de diagnostiquer l'encéphalopathie anoxio-ischémique, c'est difficile, mais n'empêche que ces enfants existent. Il y en a à peu près entre 800 et 1500 par an en France. C'est un contexte qui est particulier. Il faut bien quand même qu'on réussisse à les prendre en charge, et ça le mieux possible. Je n'ai pas de conflit d'intérêt avec cette thématique. Donc ce qu'on va essayer de discuter, ça va être pourquoi est-ce que l'asphyxie périnatale est un facteur de risque finalement de soins suboptimaux, et comment on peut faire pour améliorer les soins courants dans cette prise en charge. D'abord, comment reconnaître l'asphyxie périnatale, on en a déjà largement parlé, et puis après, comment est-ce qu'on peut améliorer le pronostic par la limitation des soins suboptimaux. Ça aussi, c'est une gageure, c'est-à-dire qu'on peut effectivement peut-être améliorer les soins qu'on offre à ces enfants. De là à savoir si on peut améliorer leur pronostic, on en discutera. La première étape, ça va quand même être de se mettre d'accord. Ensuite, probablement de suivre les recommandations. Et puis, je vous parlerai un petit peu des études sur les cas des soins suboptimaux. Alors pourquoi est-ce que c'est particulièrement compliqué l'asphyxie périnatale et l'encéphalopathie anoxio-ischémique?
Parce que déjà, c'est obstétrico-pédiatrique. Alors la prématurité aussi, c'est obstétrico-pédiatrique, sauf que la prématurité, on est généralement capable de le savoir un petit peu en amont, on est souvent capable de s'organiser, puis on n'a pas trop de problèmes de diagnostic. On sait souvent s'ils sont prématurés ou pas prématurés. L'encéphalopathie anoxo-ischémique, c'est pas du tout ça, c'est une situation qui est souvent urgente, qui est régulièrement rare et inattendue, et qui va mettre en jeu finalement les obstétriciens, les sages-femmes, mais aussi tout le système de soins après pour la prise en charge de ces patients. Quand on dit les obstétriciens, c'est l'urgence thérapeutique, c'est évaluer, interpréter les informations, donc c'est toutes les histoires d'anomalies de rythme et ce dont vous nous parliez. Dans le cadre d'une équipe qui est multidisciplinaire, en général vous travaillez avec les anesthésistes, vous travaillez avec les pédiatres, avec les sages-femmes. Il faut pour tout ça que l'organisation de la structure soit efficiente. Or, comme vous le disiez tout à l'heure, on fait des gardes dans des maternités de type 1, de type 2, de type 3. Les organisations des maternités ne sont pas les mêmes. Et tout ça, ça demande une grande communication au sein des équipes pour pouvoir travailler correctement. Mais une fois que ce nouveau-né il est sorti, que votre partie obstétricale est faite, ça demande aussi aux pédiatres tout un cheminement en fait, pour que ce patient puisse être adressé correctement en réanimation néonatale pour la suite de sa prise en charge. Ça demande une équipe multidisciplinaire. Le pédiatre doit être sur place, il doit prendre en charge le nouveau-né, mais aussi il faut qu'il organise matériellement très souvent le transfert de ce nouveau-né. Vous savez qu'en France, on n'est pas du tout organisé de la même façon. Il y a des régions dans lesquelles il y a des SMUR pédiatriques ou SMUR néonataux, donc c'est-à-dire des gens qui vont aller prendre en charge les patients directement. Ils sont spécialisés, ils font ça, ils y vont directement. Puis il y a d'autres endroits où vous n'avez pas ces SMUR néonataux, où vous allez avoir parfois des équipes de pompiers qui vont prendre en charge ces patients, ou des SMUR adultes. Donc on voit bien que l'organisation des soins, elle va être très très importante pour le reste de la prise en charge. Et puis ensuite, il faut trouver une place dans une réanimation pour que toute la neuroprotection dont vous a parlé le professeur de Billon puisse se mettre en place, notamment l'hypothermie. Et donc tous ces systèmes de soins, il est difficile à mettre en œuvre. En plus, c'est un événement qui est rare et inattendu. Comme vous le disiez tout à l'heure, c'est à peu près 1 pour 1000 naissances. Donc pour une grosse maternité, 3000 accouchements, vous allez avoir ça 3 fois par an. Donc pour une professionnelle donnée, pour une sage-femme donnée ou pour un pédiatre donné qui doit travailler dans ces maternités-là, il va avoir à prendre en charge ce patient, et il n'a pas de chance sur ses gardes, 1 fois ou 2 fois par an maximum. Donc en fait, tout ce qui doit être fait, qui doit être fluide, on n'a pas l'habitude de le faire. Donc il faut qu'on se repose sur des protocoles et qu'on mette tout ça en place. Et donc ce n'est pas forcément facile, d'autant moins, vous le savez, que de plus en plus les équipes ne sont pas stables et que les gens tournant, on a du mal à s'organiser. Ça demande un haut niveau de technicité, une prise de décision qui est difficile, une prise de décision difficile pour le pédiatre parce que, comme on le disait tout à l'heure, on a du mal à savoir ce qu'est une encéphalopathie anoxo-ischémique et ce qui ne l'est pas. Il faut décider quand même, quand on a des cas un petit peu tangents, de dire c'en est une, de séparer ce nouveau-né de sa mère, de l'envoyer parfois à 200 km pour passer en réanimation. Et ça, le pédiatre qui est dans sa salle de naissance, il est tout seul pour prendre cette décision. Donc ce n'est pas une décision simple. Et puis malgré tout, il y a dans cette pathologie, et ce qu'on a peut-être beaucoup moins dans la prématurité, on a un aspect de culpabilité, on a des aspects médico-légaux qui sont sous-jacents et qui, malgré tout, probablement interfèrent avec nos prises en soins. Donc, comme on vous l'a dit, diagnostic d'asphyxie périnatale et d'encéphalopathie anoxo-ischémique, c'est difficile à faire. C'est-à-dire que pour le néonat, quand on regarde la task force, nous, ce qu'on a en salle de naissance, on a l'Apgar bas, en sachant que l'Apgar, c'est nous qui le coton, et on a souvent le pH, pas systématiquement. Tout le reste, l'IRM et puis la défaillance multiviscérale, ce ne sont pas des choses que l'on peut avoir, ce ne sont pas des notions qu'on a en salle de naissance, on ne les a pas tout au début. Les événements sentinelles, ça on vous fait confiance, c'est vous qui nous le racontez en général, mais de la même façon, on ne va pas avoir tout ce qui va être le temps par rapport à l'événement sentinelle. Et puis finalement, l'outcome, le développement, ça forcément, on ne l'a pas en salle de naissance. Donc ce sur quoi on va pouvoir prendre en compte prendre notre diagnostic, finalement, c'est assez peu d'éléments par rapport aux éléments qui sont définis par la task force.
Excusez-moi. Ensuite, le diagnostic d'encéphalopathie anoxo-ischémique sur le plan clinique, c'est un diagnostic qui est difficile à faire. On utilise des échelles, qui est l'échelle de Sarnat ou l'échelle de Thomson, que vous nous avez probablement vu utiliser, où en fait on regarde comment va le nouveau-né. Et un petit peu comme votre rythme, c'est très facile de savoir qu'un nouveau-né va bien, c'est assez facile de savoir qu'un nouveau-né va très mal, et puis ceux qui nous posent problème, ce sont ceux qui sont dans cette zone grise, c'est-à-dire qu'ils sont hypotoniques, mais ils récupèrent. Puis si on attend encore un peu plus, ils vont continuer à récupérer. Donc, est-ce qu'il faut l'évaluer à 30 minutes de vie, 1 heure, 2 heures? C'est pas évident. Et puis, une fois qu'on les a évalués et qu'on les a envoyés, est-ce que c'était une encéphalopathie anoxo-ischémique? De la même façon, c'est très difficile de le savoir. Volpe, qui est un néonate qui fait beaucoup de neuro, a repris en 2012 à peu près toutes les études dans lesquelles on étudiait finalement l'encéphalopathie anoxo-ischémique en reprenant les critères d'inclusion, comme vous le voyez, donc ce sont les mêmes que ceux d'habitude de la task force, avec les anomalies du rythme cardiaque fœtal, l'acidose métabolique, la GAR. Il a regardé la date d'IRM entre 6 et 14 jours, et ce qu'il trouve, c'est que finalement, l'IRM était considéré comme normal dans 15 à 30% des études. Donc la question c'est, est-ce que l'IRM était normal parce qu'il y avait une véritable encéphalopathie anoxo-ischémique mais qui a été très bien prise en charge et que donc on n'a pas de lésion au décours? C'est ce que vous disiez quand vous parliez des rythmes en disant on a fait naître l'enfant, donc finalement le pH n'est pas si dégueu, mais parce qu'on avait vu le rythme à l'avance. C'est exactement la même chose. On avait dans 50 à 80% des études des anomalies qui, là, pour le coup, étaient assez claires et qui faisaient penser qu'il y avait une encéphalopathie anoxo-ischémique. Et on a d'autres diagnostics dans 10-20% des cas à peu près. Donc, vous voyez que le diagnostic est difficile à faire. Ensuite, concernant la prise en charge, sur le plan néonatal, il y a des choses qui sont assez claires, qui sont la prise en charge en salle de naissance dans les 10 premières minutes de vie pour un nouveau-né qui est ce qu'on disait avant, en état de mort apparente, là, pour ces nouveau-nés qu'on a besoin de réanimer. La prise en charge, on a des guidelines avec un consensus qui est assez clair. Et puis après, vous allez voir qu'on a quelques points qui sont assez clairs, mais on en a aussi beaucoup qui sont extrêmement flous sur le plan de la néonate. Donc, la prise en charge assez claire en salle de naissance, en fait, on a l'European Council qui donne la Neonatal Resuscitation, là, en 2021, donc qui nous dit quoi faire, c'est-à-dire globalement, le nouveau-né naît, on le stimule, on l'aspire, on le fait respirer, on utilise en fait un masque pour le faire respirer, on insuffle, on regarde s'il est vivant ou pas, s'il a toujours un cœur qui ne bat pas, on commence le massage cardiaque, on reprend les insufflations, vous voyez, on a des choses qui sont finalement assez précises sur les 10 premières minutes de vie. Est-ce qu'on fait ce qui est recommandé ? Très clairement, alors que c'est recommandé de façon assez précise, dans les études qu'il y a eu, et notamment dans un audit qui a été fait par Berglund en 2008, mais probablement que les choses sont à peu près similaires, on voit que finalement, la prise en charge en salle de naissance, dans les premières minutes de vie, n'était pas toujours conforme aux recommandations. Elles ne sont pas toujours conformes. Vous voyez, ils ont repris tous leurs enfants qui avaient une asphyxie périnatale et qui allaient mal, donc ils la considèrent comme sévère quand il y avait un décès ou une encéphalopathie anoxo-ischémique associée. Et donc, ce qu'elle montre, c'est que sur leurs 84 cas, il y en a quasiment 50% pour laquelle la réanimation n'était pas faite dans les règles de l'art, entre parenthèses, vous voyez, par rapport au moment chronodaté de ce qu'il fallait faire de la réanimation. L'autre chose qu'elle montre, c'est que finalement, l'intubation endotrachéale n'était pas faite au bon moment, que les compressions thoraciques, le massage cardiaque externe n'étaient pas faits non plus alors que le nouveau-né était en asystolie. Il y avait des soucis d'administration des drogues, notamment d'adrénaline. Il y avait des soucis d'organisation puisque le pédiatre ou le néonatologiste ou l'anesthésiste n'étaient pas présents avant la naissance, alors que c'était une situation potentiellement anticipable, ou qu'il n'était pas arrivé dans les 4 premières minutes après que l'on ait appelé, quand on s'est rendu compte qu'il y avait une asphyxie qui était soudaine, donc quelque chose qui n'était pas anticipable. Donc on voit qu'on avait un retard à la prise en charge qui était assez fréquent. Et aussi, on avait des réanimations qui n'étaient pas interrompues, alors que très clairement, elle était inefficace. Donc quand on a des guidelines qui sont très précises, et qu'on fait des audits, on voit qu'il arrive que ces guidelines ne soient pas parfaitement suivis.
l'autre guideline que l'on a qui est assez précise, c'est ce que M. Debillon vous a montré, c'est la mise en hypothermie thérapeutique. Vous disiez, on ne fait pas toujours des Cochrane. En tout cas, là, pour une fois, on a une Cochrane qui est assez claire, qui était en 2013, qui montre que le fait de mettre en hypothermie thérapeutique des nouveau-nés qui ont une encéphalopathie anoxo-ischémique devrait être institué pour les nouveau-nés qui sont avec une encéphalopathie modérée à sévère. On ne parle pas des encéphalopathies mineures dans cette Cochrane. Qu'est-ce qu'elle montre? Globalement, on avait plusieurs études, c'est un pool de plusieurs études, où on avait à chaque fois un bras avec hypothermie et un bras sans hypothermie. Et ce qu'on montre, c'est que sur la mortalité, pour les encéphalopathies modérées, vous voyez, vous avez un odds ratio à 0,60. Donc on a une diminution de la mortalité chez les encéphalopathies modérées, avec une diminution du risque de handicap sévère, et donc un score combiné, vous voyez, décès ou handicap sévère, qui est très favorable pour les encéphalopathies modérées à 0,68. Pour les encéphalopathies sévères, ce sont celles qui sont globalement dans le coma. En salle de naissance, ce sont celles qu'on ne loupe pas. On a une diminution qui est significative de la mortalité. On a une diminution, mais qui n'est pas significative du risque de handicap sévère. Et donc, en fait, ce qu'on conclut, c'est que pour les encéphalopathies sévères, on a une diminution de la mortalité sans augmentation du risque de handicap sévère. C'est-à-dire que des enfants qui potentiellement seraient morts finalement sont vivants, mais parmi tous ces enfants vivants, on n'a pas d'augmentation du nombre d'enfants qui est très sévèrement handicapé. Donc cette Cochrane en fait nous a permis de dire que l'hypothermie doit être instituée pour ces patients, et ce dans les 6 premières heures. Et ça c'est quelque chose qui est assez clair sur le plan international, et on a des recommandations de la Société française de néonates qui nous dit d'instituer l'hypothermie dans les 6 premières heures. 6 premières heures parce que c'est la fenêtre thérapeutique où en fait on va essayer d'éviter les lésions secondaires. Et donc, est-ce qu'on suit ces recommandations? Écoutez, ce n'est pas si simple non plus. Il y a une étude, voyez, de 2021, là, qui est très récente et qui est dans les UK, de nouveau, qui montre que finalement, pour les encéphalopathies au fur et à mesure des temps, on a une augmentation du mise en hypothermie des encéphalopathies modérées et sévères, puisqu'on passe de 43% à, en 2016, 67% de ces encéphalopathies qui sont mises en hypothermie. Mais quand on voit que sur un traitement qui est recommandé, on n'a encore que 67% des patients qui ont accès à ce traitement, ça pose quand même question sur l'organisation des soins et sur les adhérences aux guidelines. En France, c'est l'équipe de M. Dubillon qui avait fait ça en 2013 à partir d'un observatoire. Donc ce n'était pas un observatoire, c'est-à-dire que c'était des équipes qui étaient quand même déjà particulièrement sensibilisées à la mise en place de l'hypothermie pour les encéphalopathies anoxo-ischémiques et qui, du coup, systématiquement remontaient leurs données dans cet observatoire. Donc on pense que c'est probablement pire que les résultats que je vais vous montrer là. Et donc en France, sur les 465 enfants entre 2010 et 2012, en fait, on en a 65% qui avaient une hypothermie dite optimale, c'est-à-dire qu'ils avaient les indications et puis elle était mise dans les 6 premières heures telles que recommandées. Et on en avait quand même 22% pour laquelle il y avait une indication clinique, mais elle n'était pas mise dans les 6 premières heures. Et puis, il y en avait 13% pour lesquels l'hypothermie n'était probablement pas indiquée. Donc on voit qu'on a quand même probablement une marge de manœuvre qui est significative sur le plan de la néonate. Et puis donc, on ne suit pas toujours les recommandations, mais on va aussi parfois au-delà des recommandations, ça ne pose pas de problème. Ça, c'est aussi une étude qui a été faite, qui est publiée dans Acta Pediatrica il y a 4-5 ans, qui demande en fait aux États-Unis, aux néonatologistes, est-ce que vous mettriez de l'hypothermie dans telle et telle et telle situation? Donc on est d'accord que l'hypothermie a fait preuve de son efficacité pour le moment que dans les encéphalopathies anoxo-ischémiques sur asphyxie périnatale, à terme. Même chez l'adulte, c'est post-arrêt cardiaque, l'hypothermie, on n'est pas du tout sûr que ce soit efficace. Et donc en fait, ils ont demandé, que feriez-vous si vous avez une hypothermie qui arrive au-delà de 6 heures, voire au-delà des 12 heures? Est-ce que vous mettez l'hypothermie? Donc la plupart ne mettent pas. Et puis, il y en a qui répondent oui, peut-être un peu, et d'autres qui la mettent. Est-ce que vous la mettez chez le late préterme? Donc, normalement, les recos, c'est à partir de 36 semaines. Voyez qu'il y en a beaucoup
qui pensent qu'on peut mettre l'hypothermie chez les late préterm. Est-ce que vous prolongez l'hypothermie quand on a des convulsions au moment du réchauffement? Ce n'est pas du tout quelque chose qui est recommandé, ou voilà, on ne sait pas. Vous voyez qu'il y en a une grosse partie qui change le protocole. Donc on voit bien qu'on a quand même des difficultés à la fois sur les adhésions au protocole et puis sur le fait aussi de faire un petit peu différemment. Donc c'est pas simple pour vous sur le plan obstétrical, on en est bien d'accord, on en a bien conscience, mais vous voyez que pour nous sur le plan de la néonate, c'est pas mieux, c'est pas plus simple. Vous voyez que quand il y a des guidelines, on les suit pas toujours, et une des questions c'est finalement quand il n'y a pas de guidelines, quand il n'y a pas ces choses horodatées comme on peut avoir en salle de naissance ou qu'on peut avoir sur l'hypothermie là dans les 6 premières heures, qu'est-ce qu'il faut faire? Probablement qu'il faut se mettre d'accord. On a réalisé l'année dernière une étude en fait en 3 tours parce qu'on va faire une étude concernant les soins suboptimaux dans les cas d'asphyxie périnatale sévère. Et une des premières choses, c'est pour déterminer si un soin était optimal ou suboptimal, il fallait qu'on soit d'accord. Je parle des néonates, je ne parle pas des obstétriciens. Et donc, autant il y a des recommandations internationales, là, il n'y a pas besoin d'être d'accord ou pas d'accord, il y a besoin de suivre les recommandations. Autant il y a des choses pour lesquelles il n'y a pas de recommandations, et donc on avait besoin de se mettre d'accord sur ces sujets-là. Donc, on a fait un Delphi en 3 tours en 2021, avec la recherche d'un consensus sur les soins en salle de naissance en cas d'asphyxie périnatale sévère. On a demandé aux participants de travailler avec une échelle de Likert, en à chaque fois disant 1, je ne suis pas du tout d'accord, jusqu'à 8, je suis tout à fait d'accord. Et en fait, on a invité des néonatologistes, des sages-femmes et des épidémiologistes à participer à ce questionnaire. On a eu 58 participants qui ont complété l'ensemble du questionnaire, c'est-à-dire les 3 tours, 86% de médecins et 14% de sages-femmes, de 10 des 14 régions françaises. Pour vous montrer un petit peu les difficultés auxquelles on est confronté, on avait posé la question, parce que c'est une pratique qui est courante, même si elle n'est pas recommandée, dans un contexte d'asphyxie périnatale sévère en salle de naissance avec suspicion d'encéphalopathie anoxo-ischémique, êtes-vous d'accord avec la mise en hypothermie passive? Donc c'est quelque chose que les néonates font, c'est-à-dire qu'en gros on éteint la table, c'est-à-dire qu'on ne réchauffe plus l'enfant. Est-ce qu'on se met en hypothermie passive? Et vous voyez que l'accord, 86% des participants ont dès le premier tour dit oui, on est d'accord, on met en hypothermie passive. Donc ça, pour nous, derrière, ça veut dire, tiens, un dossier dans lequel on n'aurait pas mis en hypothermie passive, on pourrait se poser la question de savoir si les soins sont optimaux ou suboptimaux. Puis quand on va un petit peu plus loin, en disant, bon d'accord, on met l'hypothermie passive en salle de naissance, quelle température on vise avec une hypothermie passive? Qu'est-ce que ça veut dire hypothermie passive? Quelle température visez-vous? Vous voyez que personne n'est d'accord en fait sur la température visée, puisqu'on va de 33 degrés, 33,5 jusqu'à quasiment, pour certains, 36 degrés, qui sont des températures d'hypothermie passive. Donc on voit qu'on a quand même un gros problème de définition, et finalement, après plusieurs tours, on a fini par se mettre d'accord pour penser que finalement l'hypothermie passive, c'était aux alentours de 35,5 degrés. Mais vous voyez bien d'où on part, c'est-à-dire qu'on est tous d'accord pour dire ça c'est une hypothermie passive, mais finalement on ne parle pas la même langue, on ne dit pas la même chose. Berglund, dont je vous ai déjà tout à l'heure parlé, avait fait un opinion paper là, dans lequel elle disait que chaque cas d'asphyxie périnatale pourrait être utilisé comme finalement un exemple pour apprendre. Et c'est un petit peu dont on discutait tout à l'heure quand on parlait des RMM et des choses comme ça, notamment des RMM en réseau, se dire, voilà, il s'est passé ça dans telle maternité, est-ce qu'on ne pourrait pas changer les pratiques dans une autre pour éviter finalement que ce cas se passe? C'est le principe d'Each Baby Count, dont le professeur Kayem vous a parlé tout à l'heure. Donc, comme on vous a montré tout à l'heure, on a beaucoup de bébés, chaque cas d'asphyxie périnatale sévère est recensé donc, au Royaume-Uni. Et puis, à partir de là, c'est un recensement donc, par Internet avec un ICRF qui est déjà, avec des questions qui sont déjà préprogrammées, en fait. Et ça permet, chaque année, au Royal College, d'émettre des recommandations, de voir si les soins étaient suboptimaux ou suboptimaux. Et puis, ils vont même jusqu'à se mouiller en disant que probablement que les bébés
qui avaient des soins différents auraient pu avoir un outcome différent dans 70% des cas. Vous avez déjà vu cette diapo-là, donc je ne vous la remontre pas. Il retourne chercher à la fois ce qui est lié au patient en lui-même, mais aussi ce qui est lié finalement aux individus, et puis ce qui est lié à la communication au sein de la team, et puis aux méthodes de travail. Sur le plan néonatal, c'est extrêmement compliqué. Alors, vous voyez, les obstétriciens font bien le job, on va dire ça. Sur le plan néonatal, c'est compliqué, puisque quand on regarde les données de Each Baby Count, on se rend compte que dans 57% des dossiers, finalement, on n'a pas suffisamment d'informations néonatales pour pouvoir statuer si les soins étaient optimaux ou suboptimaux. Donc c'est un petit peu décevant. Et puis quand on regarde pour les quelques dossiers, donc pour les 40% de dossiers qu'ils ont pu analyser, on voit qu'il y a des soins suboptimaux dans au moins 27% des dossiers, donc quasiment un tiers des dossiers va avoir des soins suboptimaux, avec exactement les mêmes thématiques et les mêmes problèmes chez les néonatologistes que chez les obstétriciens, c'est-à-dire des difficultés de mise en œuvre de la réanimation, avec des techniques qui sont potentiellement inappropriées, avec des guidelines qui ne sont pas suivis. Donc on retombe toujours un petit peu sur les mêmes choses. Donc du coup, on a un projet ambitieux, on va voir si on arrive à le mettre en place, qui est de mettre en place une étude qui s'appelle l'étude OptiNeoCare, qui sera une étude obstétrico-pédiatrique qui va chercher à identifier et analyser les soins suboptimaux périnataux dans la survenue et la prise en charge des asphyxies périnatales sévères. Le critère d'évaluation principal de cette étude, ce sera la fréquence du caractère optimal ou non de la prise en charge maternelle et néonatale en cas d'asphyxie périnatale sévère, avec des objectifs secondaires qui sont nombreux, notamment décrire le contexte de survenue de ces asphyxies, les relations entre soins suboptimaux et survenue d'une encéphalopathie anoxo-ischémique, et puis aussi entre soins suboptimaux et le devenir des nouveau-nés. On va essayer d'analyser surtout les caractéristiques et les déterminants de ces soins suboptimaux qui va être relevé par les experts pour essayer de voir le caractère potentiellement évitable et puis surtout voir le côté systémique de ces soins. Qu'est-ce qui fait que ces soins ont été suboptimaux? Et la troisième chose, c'est qu'on va essayer d'évaluer la pertinence d'un recueil ad hoc par rapport à une enquête confidentielle. Donc nos critères d'inclusion sont les critères d'inclusion des asphyxies périnatales sévères et des encéphalopathies anoxo-ischémiques, donc le pH inférieur à 7, l'Apgar inférieur à 5 à 5 minutes, et si on n'a pas le gaz du sang, c'est le nouveau-né qui a besoin d'une réanimation. Et l'asphyxie périnatale, on l'a considérée comme sévère dans son impact sur le nouveau-né, dans son impact, c'est-à-dire qu'on cherche à prendre les décès perpartum aussi, ou les décès en salle de naissance. On cherche à avoir les encéphalopathies anoxo-ischémiques qui vont en réanimation pour mise en hypothermie, mais aussi celles qui sont adressées secondairement dans la première semaine de vie pour des convulsions en rapport avec un événement périnatal aigu. Donc on espère pouvoir balayer du coup les questions qu'on s'est posées tout à l'heure. Comment est-ce qu'on va mettre tout ça en place? Alors ça va être à la fois un recueil ad hoc, un petit peu sur l'esprit de Each Baby Count, dont on a parlé tout à l'heure, mais aussi une enquête confidentielle. L'idée, c'est que ce soit en population, donc en fait, on va inclure des réseaux, on ne va pas inclure tous les réseaux français parce qu'on n'a pas assez d'argent et pas assez de moyens, mais on va inclure plusieurs réseaux dans lesquels les maternités on va demander aux maternités, et ce sera forcément sur la base du volontariat. On n'a pas moyen d'obliger les maternités, mais on espère que les gens vont s'emparer de ce sujet et ils vont travailler avec nous. Donc les maternités de type 1, 2, 3, pour que chaque maternité nous donne une personne référente de la maternité. Cette personne référente, en cas d'asphyxie périnatale sévère dans son établissement, donc il n'y en aura pas beaucoup dans chaque maternité, il y en aura 1 à 3 par an. Donc ça ne demande pas à chaque maternité un travail énorme, mais que cette personne référente nous le signale, et ensuite un tech viendra l'aider pour remplir l'enquête ad hoc qui sera relativement similaire à Each Baby Count, c'est-à-dire qu'on va essayer de faire une enquête ad hoc qui va être utile, on espère, à la maternité pour faire une aide à la revue de morbimortalité qu'ils devraient faire dans ces cas-là. De ces enquêtes ad hoc et de ces cas, en fait, ils vont être randomisés, ils vont être tirés au sort 100 cas pour lesquels on va faire une enquête confidentielle sur le même mode que les enquêtes confidentielles pour les morts maternelles, où là, ce sera différent. Donc, ils auront rempli l'enquête ad hoc, mais on aura aussi des assesseurs, un obstétricien et un pédiatre,
qui retournera à la maternité pour aller chercher au sein du dossier et puis interroger les équipes pour faire vraiment l'enquête confidentielle. Ensuite, ces enquêtes confidentielles, on aura les réunions d'experts 3 fois par an, tous les 4 mois. Et à partir des dossiers qui nous seront revenus des enquêtes confidentielles, on essaiera d'établir s'il y avait des soins suboptimaux dans la prise en charge des patients. Tout ça pour, au final, avoir évidemment le but quand même ultime, c'est d'avoir un retour d'expérience et des recommandations. Pourquoi est-ce qu'on a choisi ce principe d'enquête confidentielle par rapport à Each Baby Count et pourquoi on essaie de faire les deux? Je me dépêche. C'est parce que les enquêtes confidentielles, on sait que c'est fiable, on sait que ça permet d'avoir une émergence de données qui n'était pas recherchée préalablement. Quand on fait notre questionnaire, on a une idée préétablie et peut-être qu'on se plante en fait, et qu'il y a des choses dans des régions qu'on n'imagine pas. Et donc avoir l'enquête confidentielle, ça nous permettra d'avoir des données non établies. C'est moins chronophage pour les unités, mais ça demande plus de moyens humains pour la recherche. L'intérêt, c'est quand même les discussions au sein des comités d'experts pour pouvoir faire émerger ces soins suboptimaux, et puis le retour aux unités. L'intérêt de l'IS Self-Report, qu'on n'aura pas dans l'enquête confidentielle, alors il faudra qu'on voit si les données sont fiables, il faudra qu'on les contrôle. On va pouvoir peut-être avoir un recueil de données qui n'apparaît pas dans les dossiers médicaux. Vous savez, tout ce qui est informel, ces difficultés de communication, ces choses qu'on a du mal à tracer quand on regarde juste le dossier médical. Ça va permettre, on espère, d'impliquer les services concernés et donc qu'ils se rendent compte que ça peut les aider et que ça peut aider à la revue de morbimortalité. Et peut-être que ça pourra nous permettre de mettre en place un outil à long terme. Donc l'amélioration des soins courants lors des asphyxies périnatales, on a tous compris que c'était compliqué, qu'on n'était pas d'accord, mais n'empêche qu'il y a des enfants qui sont là et il faut qu'on arrive à les prendre en charge le mieux possible. Donc peut-être que se mettre d'accord en parlant entre obstétriciens et pédiatres, c'est une première chose, c'est déjà pas mal. La prise en charge obstétrico-pédiatrique, vous êtes dans la prévention primaire, c'est-à-dire que vous avez moins de cas. Nous, on est plutôt dans la prévention secondaire, c'est-à-dire la prise en charge des cas, mais finalement, l'idée, c'est qu'on travaille ensemble. Et les questions inhérentes, c'est bien comprendre pourquoi. Il faut bien qu'on comprenne et qu'on fasse comprendre aux gens qu'il y a une différence entre soins suboptimaux et fautes. S'il y a des soins suboptimaux, c'est qu'il y a des ressorts qui font qu'on arrive à avoir des soins suboptimaux. Et l'idée, c'est d'aller travailler ces ressorts et pas d'aller pointer du doigt tel ou tel service ou telle personne. Les questions inhérentes, vous avez vu qu'elles partent de l'individu, c'est-à-dire de celui qui est en salle de naissance qui va prendre en charge l'enfant, mais ça dépend aussi de l'équipe avec laquelle il travaille, de l'établissement, du réseau de soins périnatals, des institutions et même du système de soins national. Et donc, la dernière étape, ce serait de se dire qu'on va réussir à améliorer le pronostic de ces enfants. Pour le moment, on n'en est pas là, mais si déjà on améliore nos soins, on peut peut-être l'espérer. Voilà. Merci beaucoup Isabelle. On a pris peut-être un peu de retard, donc je propose peut-être d'enchaîner sur le topo suivant et de faire une discussion commune à la fin. Donc Stéphane Marais, professeur de pédiatrie à Rouen, qui connaît parfaitement en fait cette pathologie et qui en plus est très impliqué dans le suivi des enfants avec déficience neurodéveloppementale. Donc conséquences et prise en charge médico-sociale de l'encéphalopathie anoxo-ischémique. Merci Stéphane. Merci Thierry de me donner la parole. Je suis désolé pour l'heure un petit peu tardive. Je vais essayer de limiter ma présentation en vous présentant finalement une vision un petit peu différente de l'encéphalopathie néonatale précoce de l'enfant, parce qu'on voit bien à travers les propos que vous a tenus Thierry et puis Isabelle que cette maladie est une maladie qui est extrêmement complexe, dont on ne connaît pas toutes les circonstances favorisantes et qui dépasse largement probablement le cadre de l'asphyxie aiguë sévère. Et donc le premier point, à mon avis, pour fixer les idées, c'est que la question et les concepts ont largement évolué sur cette maladie. Si vous regardez les traités de néonatologie, donc on vous enseigne qu'un événement asphyxique aigu, hypoxique ischémiant, va entraîner une maladie de la substance grise chez ce nouveau-né à terme, avec une atteinte des noyaux gris centraux du cortex et du sous-cortex, et donc une maladie neurologique plus ou moins associée à des troubles organiques divers. Et que pour qu'on puisse considérer qu'il y a
une asphyxie aiguë, non seulement il faut les critères de la task force, mais il faut aussi que dans l'évolution, à l'issue de cette encéphalopathie néonatale précoce, au cours du développement de cet enfant, apparaisse une paralysie cérébrale. Et donc, en fait, quand on regarde les cohortes d'enfants et qu'on analyse la littérature depuis déjà, du reste à mon avis, une vingtaine d'années, on constate que donc, les événements sentinelles sont très, très largement inconstants pour être certain qu'il y a un phénomène asphyxique aigu sévère à l'origine isolément de cette maladie. On constate qu'il y a une discordance entre les tableaux cliniques observés chez ces enfants à la naissance et les lésions observées à l'IRM cérébral. Et en tant que neuropédiatre, j'ai toujours l'habitude de dire qu'une lésion cérébrale en imagerie ne fait pas un pronostic fonctionnel. Et donc la discordance tient aussi au fait que finalement, cette encéphalopathie néonatale précoce ne débouchait pas du tout de façon constante sur une paralysie cérébrale et que les troubles du développement observés à distance de cette encéphalopathie néonatale précoce avaient une présentation phénotypique extrêmement variable à lésions égales. Et c'est vrai que quand vous faites la revue de la littérature sur les facteurs de risque observés en cas d'encéphalopathie néonatale précoce, vous vous apercevez que les facteurs étiologiques sont multiples, ils sont extrêmement nombreux, et vous voyez que les revues très anciennes des Néo-Zélandais et des Australiens en 1998 montraient déjà qu'il y avait des facteurs de risque préconceptionnels, des facteurs de risque anténataux, des facteurs fœtaux, et puis évidemment des facteurs perpartum tels que ceux qui ont été discutés largement. Et donc en fait, l'encéphalopathie néonatale précoce est une maladie multifactorielle, comme la plupart des maladies humaines du reste, et donc l'intervention des différents facteurs de risque est plus ou moins variable. Toujours est-il qu'aujourd'hui, il faut absolument considérer qu'en période néonatale, quand vous avez un enfant qui a une encéphalopathie néonatale précoce, vraisemblablement, elle ne survient pas de façon inopportune et donc sur un événement sentinelle aigu où on peut certainement incriminer l'asphyxie aiguë, mais il y a une fragilité de ce terrain et une fragilité de cet enfant qui fait qu'il va présenter avec éventuellement un facteur asphyxique sévère certain ou pas, une encéphalopathie néonatale précoce. Et donc cette encéphalopathie néonatale précoce, il faut bien voir que finalement elle va être à l'origine, au cours du développement de l'enfant, d'un défaut de fonctionnement d'un ou plusieurs circuits neuronaux qui vont faire que cet enfant va avoir une trajectoire de développement psychomoteur et affectif qui va être déviée par rapport à la trajectoire de développement des enfants typiques. Et donc là, je vous parle des troubles du développement en général et donc qui sont en fait non spécifiques par rapport à la cause éventuelle à l'origine de ces troubles du neurodéveloppement. Et l'encéphalopathie néonatale précoce, effectivement, est un facteur de risque très important d'avoir des troubles du neurodéveloppement extrêmement sévères en période postnatale au cours du développement. Sachant bien, encore une fois, que l'encéphalopathie néonatale précoce elle-même est d'origine probablement multifactorielle. Et donc ces troubles du neurodéveloppement, on a l'habitude de les caractériser selon la classification internationale des maladies mentales en troubles du développement intellectuel, troubles du développement de la communication, troubles du spectre autistique, déficit attentionnel, hyperactivité, troubles spécifiques des apprentissages et troubles moteurs, dans lequel malheureusement aujourd'hui est exclue la paralysie cérébrale, qui est par essence même pour le pédiatre le trouble du développement le plus sévère observé le plus précocement. Et donc, au même titre que les troubles moteurs la paralysie cérébrale est exclue des troubles du développement, le polyhandicap également. Donc il y a quelque chose qu'il va falloir absolument reconsidérer dans la classification internationale. Toujours est-il que l'encéphalopathie néonatale précoce est donc un facteur de risque majeur d'avoir des difficultés développementales chez les enfants. Alors, qu'est-ce que ça veut dire avoir des troubles du neurodéveloppement ? Ce sont des troubles fonctionnels qui sont basés sur le comportement de l'enfant. Et les symptômes cliniques que l'on observe, maintenant qu'on interroge beaucoup plus les parents et que le médecin ne se considère pas comme le sachant
et ayant la connaissance du développement de l'enfant, quand on interroge les parents, on se rend compte que ces enfants, ils ont des symptômes cliniques qui apparaissent extrêmement précocement. Dans les premiers mois et les premières semaines de la vie, les parents constatent déjà des particularités dans le développement de leur enfant. Et finalement, il y a une grande hétérogénéité et un grand chevauchement dans la symptomatologie entre tous les troubles du neurodéveloppement, à tel point que maintenant on parle de clinique sans frontières. Et donc, encore une fois, une extraordinaire variabilité des étiologies, avec donc des maladies qui sont multifactorielles, avec des facteurs qui sont génétiques, associés à des facteurs épigénétiques et environnementaux. Donc ça, je passe sur la paralysie cérébrale. Donc c'est simplement pour vous redire à quel point aujourd'hui, maintenant que les pédiatres se sont mis à suivre les enfants au-delà de l'âge d'apparition de la paralysie cérébrale, on s'est rendu compte que quasiment tous ces enfants qui avaient une paralysie cérébrale, donc catalogués au départ comme des troubles du développement des fonctions motrices, avec un retentissement sur le développement des postures, voire du mouvement, voire l'acquisition de la marche, on s'est rendu compte que ces enfants avaient d'autres troubles du développement quasi constamment associés. Des troubles de la cognition, des troubles du développement du langage, du comportement, des épilepsies et des troubles de l'oralité. Et donc, en fait, tout ça nous aide quand on observe, quand on fait des études de suivi, quand on fait des études de cohorte, on se rend compte à quel point, finalement, on doit avoir maintenant une vision complètement intégrée du développement de l'enfant et que, donc, le développement des différentes fonctions s'effectue cérébrales s'effectuent simultanément, même si l'enfant commence par développer ses fonctions sensorielles et par développer ses fonctions motrices. Donc j'ai trouvé alors méta-analyse, je pense qu'elle ne plairait pas du tout à François, parce que la méthodologie est sûrement imparfaite, mais néanmoins elle est quand même assez intéressante parce que c'est la première fois que je vois une méta-analyse qui essaye de rapporter les données de autant d'essais de mise en hypothermie, d'essais thérapeutiques de mise en hypothermie. Et donc, si elle est intéressante, à mon sens, c'est parce que, bon, mis à part les chiffres, on voit bien quand même le bénéfice de l'hypothermie. Ce sont tous des essais a priori randomisés, et donc on voit quand même le bénéfice de, si je peux, voilà, le bénéfice de l'hypothermie sur les troubles du neurodéveloppement à 18-24 mois, les troubles du neurodéveloppement à 5-10 ans, et vous voyez qu'en normothermie, on passe de 30% de troubles du neurodéveloppement observé après une encéphalopathie néonatale précoce chez un survivant à 24 mois versus 18% après la mise en hypothermie. À 5-10 ans, c'est la même chose, on passe de 40% à 26%. Bon, les pourcentages, je ne vous garantis pas que c'est exact, ils sont extrêmement exacts parce que ça dépend certainement effectivement de la façon dont les enfants ont été suivis et ont été évalués. Est-ce qu'ils ont été examinés correctement et parce qu'il y a beaucoup d'essais et de cohortes de suivi qui laissent à désirer sur ce plan-là. Donc vous voyez que la paralysie cérébrale, à 24 mois, c'est pareil, on passe de 30 à moins de 20% et à 5-10 ans, de 34% à 21%. Par contre, vous voyez que le risque d'épilepsie à 2 ans, chez ces enfants, le risque de survenue d'une épilepsie à 2 ans n'est pas modifié par la mise en hypothermie. Ce qui vous montre bien à quel point l'hypothermie est un élément, certes, important à notre disposition quand on est confronté à ces encéphalopathies néonatales précoces, mais que probablement l'efficacité n'est pas de ce thérapeutique, n'est probablement pas la même pour tous les enfants, puisque, comme je vous l'ai dit, les étiologies sont multifactorielles et que ces corps d'enfants avec encéphalopathie néonatale précoce sont extrêmement hétérogènes. Donc ça, c'était simplement pour vous montrer ce que disait tout à l'heure Norbert Wiener, c'est-à-dire qu'on a peu de données sur le suivi à distance de ces enfants, et on sait donc par exemple que les séquelles cognitives isolément suite à une encéphalopathie néonatale précoce, elles ont été mises en évidence que de façon relativement récente dans les études de Neil Marlowe, qui est ce neuropédiatre, enfin ce neurodéveloppementaliste anglais qui travaille depuis longtemps sur l'extrême préma et puis aussi donc sur l'encéphalopathie néonatale précoce, et puis donc cette étude de Gagan et Loranger en 2013. Vous voyez que donc on voit seulement
de façon assez récente qu'il y a un certain nombre d'enfants qui ont des encéphalopathies néonatales précoces, mais qui n'ont pas de paralysie cérébrale dans le suivi neurodéveloppemental et que néanmoins, ils ont un trouble neurodéveloppemental. Et aujourd'hui, donc, dans cette dernière étude qui fait, donc c'est pas vraiment une méta-analyse, mais qui fait une revue de tous les papiers sortis sur le sujet en 2019, eh bien, on estime maintenant que le risque de troubles du neurodéveloppement chez les enfants survivants de la période néonatale et qui ont eu une encéphalopathie néonatale précoce est de l'ordre de, vous voyez, entre 25 et 63% en fonction des études, et on est probablement plutôt autour de 50-60% parce que ces études de suivi sont quand même assez réduites en âge, hein, et donc la plupart sont des études chez des enfants de moins de 6 ans. Donc voilà, alors tout ça pour dire que un point sur lequel je voudrais insister, c'est que pour les pédiatres, il est évidemment fondamental au sortir de la période néonatale de suivre ces enfants, hein, même s'ils ont été mis en hypothermie, et pour repérer précocement ces difficultés développementales et pour éviter les surhandicaps. Parce que le fait de repérer très tôt ces troubles du neurodéveloppement dans la première, deuxième année de vie nous permet de mettre en place, à condition qu'on ait les moyens, des interventions précoces qui vont réduire les surhandicaps. Et donc simplement, je vais peut-être après arrêter là, simplement 2 éléments qu'on a à notre connaissance maintenant, qui sont des données extrêmement récentes, c'est que le cerveau du nouveau-né humain, et en particulier donc continue à se construire après la naissance. Et on sait maintenant, avec des études d'autopsie, qu'en particulier le lobe frontal, qui fait toute la particularité du cerveau humain par rapport au cerveau des autres mammifères et des animaux, eh bien, se développe largement en postnatal, avec la production de cellules nerveuses qu'on appelle les interneurones GABA, qui vont donc migrer, être produites encore dans le lobe frontal jusqu'à 3 mois après la naissance, et qui vont continuer à migrer dans le cerveau pour aller en bonne place jusqu'à 8 mois après la naissance chez le nourrisson. Donc vous voyez tout ça pour montrer l'importance un petit peu de nos actions dans la période néonatale précoce et dans la période du petit nourrisson pour éventuellement moduler le développement de ces enfants. Et donc il est absolument nécessaire d'insister aujourd'hui sur cette propriété essentielle du cerveau en développement de l'enfant, qui est la plasticité cérébrale, qui est une propriété essentielle, et de considérer que dans la fenêtre développementale des 1000 premiers jours de la vie de l'enfant, donc depuis la conception jusqu'à grosso modo 2 ans postnatal, il y a une capacité des cellules nerveuses et des circuits neuronaux à se remodeler en permanence, à modifier leur structure et leur fonctionnement en réponse à des changements intrinsèques ou extrinsèques. Intrinsèques, donc évidemment, on ne peut pas trop jouer dessus. Hein. Extrinsèque, c'est tous les facteurs que les obstétriciens donc, tous les soins que vont apporter à ces mamans donc, avant la naissance, pendant la naissance, et puis ce que les pédiatres vont faire après la naissance, en apportant justement un certain nombre de médicaments, en plus de l'hypothermie. Hein. Aujourd'hui, dans le domaine de l'encéphalopathie néonatale précoce, on n'a toujours pas la preuve qu'il y a un bénéfice à mettre des médicaments pour protéger le cerveau de ces enfants nés dans un contexte possiblement asphyxique. Et donc, c'est en dehors de l'hypothermie, il n'y a rien de montré. Et donc, très important de bien considérer ça. C'est pour vous dire à quel point la problématique, elle est beaucoup plus vaste que de savoir ce que l'on fait juste au moment de la naissance pour réanimer ces enfants. Et c'est vrai que c'est très difficile de savoir si tous dans nos centres, on fait vraiment des soins suboptimaux en période néonatale immédiate parce que, comme l'a dit Isabelle, on a dans nos centres chacun, enfin chez nous, on en a à peu près 10 par an. Mais voilà. Et donc le dernier point sur lequel je voudrais terminer là-dessus, donc c'est simplement qu'aujourd'hui, on a tellement progressé quand même dans la connaissance du développement des fonctions cérébrales chez l'enfant, qu'on peut considérer aujourd'hui que les processus d'intégration sensorielle avant la naissance et pendant l'accouchement et dans les mois qui suivent la naissance sont absolument cruciaux
pour l'organisation cérébrale et le développement des fonctions cérébrales. Cruciaux parce que l'enfant va recueillir des informations par le toucher, par le goût, par l'odorat, l'audition, la vision, donc la position des différentes parties du corps, à tel point que maintenant on dit bien que le cortex moteur qui sert au développement des fonctions motrices du nouveau-né, avant d'être un cortex moteur, est un cortex sensoriel, et que donc le cerveau du nouveau-né est une véritable éponge sensorielle. Et donc, grâce à ces processus d'intégration sensorielle et de développement de la proprioception et du tonus postural, eh bien, l'enfant va pouvoir développer les fonctions beaucoup plus complexes que sont les fonctions cognitives et les fonctions de compréhension. Donc, l'enfant a dès la naissance, et voire avant la naissance, un rôle actif lui-même sur son développement. Et donc, tout ça, c'est des données qui sont importantes à considérer. Donc, voilà. Donc, ça, c'est simplement... Donc, je vais arrêter là parce que je vois qu'il est très tard. Mais pour vous dire que maintenant, on a la preuve aussi épidémiologique et donc il y a un bénéfice à prendre en charge dans des actions de rééducation des nouveau-nés et des nourrissons qui ont des troubles objectivés dans leur développement, je dis bien objectivés, et éventuellement donc à les mettre en collectivité, car ces nouveau-nés et ces nourrissons ont une représentation sensorimotrice de leur environnement qui les aide à travers l'environnement, à développer leurs fonctions cognitives. Voilà. C'est tout ce que je vais arrêter là, parce que sinon... Merci beaucoup. Alors, il est tard, mais il n'est pas trop tard. On va se donner 2-3 minutes s'il y a des questions, également pour Isabelle. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle encore. Passer une certaine heure, je ne suis pas sûr qu'il y ait encore des questions dans la salle. François ? J'ai toujours des questions. Moi. Je suis désolé. Enfin, vous pouvez partir si je ne veux pas rallonger. Non, j'avais une question pour chacun. En fait, je voulais savoir ce que tu nous as montré là sur l'enfant à terme, sur cette plasticité cérébrale, etc. En fait, c'est exactement pareil chez l'enfant prématuré, où il se passe plus de choses parce qu'il est plus immature, le cerveau prématuré. Comment ça se passe ? Il y a des... Oui, c'est pareil finalement. Non, c'est-à-dire que le prématuré, il va avoir, en plus que par rapport au nouveau-né à terme, des facteurs de risque de troubles du développement qui sont propres à la rupture de l'environnement intra-utérin lié à la naissance prématurée. Donc non seulement il y a des maladies qui apparaissent, qui expliquent l'accouchement prématuré chez la femme, mais aussi le simple fait de changer l'enfant d'environnement entre 26 semaines et 41 semaines, eh bien, c'est sûr que on lui supprime tout un tas de facteurs placentaux maternels qui sont importants pour le développement. Alors, voilà. Mais après, te dire exactement quels sont tous les facteurs qui sont importants, c'est vrai qu'il y a quand même des preuves de plus en plus. Nous, à Rouen, on travaille sur justement les effets dans des modèles animaux d'alcoolisation in utero. On s'est rendu compte, et avec des translations après dans des produits d'autopsie dans le cerveau humain, que tu avais donc un axe placenta-cerveau fœtal, et qu'il y a des facteurs qui sont sécrétés uniquement par le placenta qui servent au développement du cerveau fœtal. Et peut-être du reste de l'organisme, mais comme moi je ne travaille pas sur les autres organes, je ne peux pas trop te dire là-dessus. Et c'est vrai que la naissance prématurée va rajouter encore un élément. Mais les mécanismes sont un peu les mêmes quand même après, sur cette plasticité, c'est un peu la même chose. Ah oui, alors la plasticité, alors non, tu as des étapes de fragilité du développement qui sont différentes entre le prématuré et le nouveau-né à terme. Parce que à terme, quand tu arrives chez le nouveau-né à terme, tu as une substance grise qui est très mature sur le plan fonctionnel, avec des neurones qui consomment beaucoup d'énergie et d'oxygène, et qui sont donc très sensibles à une privation en oxygène, alors que dans le cerveau du prématuré, c'est la substance blanche qui est vulnérable, et qui est particulièrement vulnérable, alors que les neurones sont relativement protégés, au départ en tout cas, parce qu'ils sont immatures et ils consomment peu. Voilà. Et j'avais une question un petit peu, parce que ça rejoint la question que j'avais en début d'après-midi pour votre étude. Non, c'est toi, Isabelle. Le groupe qui va regarder ces cas-là, c'est un groupe qui est de la coordination nationale de l'étude particulier. Vous êtes combien? Qu'est-ce que vous avez prévu? Il y a des gens des réseaux qui sont dedans. Qu'est-ce qui est prévu exactement? Parce que c'est un gros travail en général, et ou c'est peut-être pas encore défini, je ne sais pas. On n'est pas complètement d'accord. Ah, vous n'êtes pas d'accord, c'est bien. Non, si, on est d'accord. Non, ce qu'on a prévu, c'est de faire des comités, effectivement, d'abord
d'abord, il y aura des assesseurs qui iront collecter les informations comme dans l'enquête confidentielle sur les morts maternelles. Et puis après, il y aura des comités qui seront composés d'une dizaine de personnes, obstétriciens, pédiatres, sages-femmes, et qui jugeront sur ces cas, sur l'optimalité ou pas des... Un peu de faire comme un groupe un peu ad hoc, comme l'enquête confidentielle sur les morts maternelles, quoi. D'accord, ok. D'accord. Mais qui sera centralisé, qui verra tous les cas. Ça sera le même groupe qui regardera tous les cas? Alors, ça, c'est une des questions. C'est qu'on s'est dit que s'il y avait un groupe qui voyait tous les cas, ça faisait peut-être beaucoup. Tu vois, sur la durée de l'étude. Et donc, on n'exclut pas. Mais d'avoir un pool. Mais ça, c'est quelque chose qu'on... Mais en même temps, peut-être qu'il faut avoir quelques règles un peu pour que sur le plan scientifique, les résultats, on ait l'impression qu'il y ait quand même quelque chose d'assez homogène sur la manière de juger les cas quand même. Parce que on sait bien que dans ces cas-là, comme il y a des choses un peu subjectives... Si vous... Complètement. Sur le plan néonatal, c'est pour ça qu'on a essayé déjà de se mettre d'accord avec les néonates sous l'égide de la SFN, qu'on a fait ce Delphi, donc qui nous permet, je vous ai présenté une question, mais on a à peu près 75 questions sur toutes les étapes de la prise en charge du patient. On n'est pas tous d'accord d'ailleurs, hein. Il y a des trucs où on n'a pas pu avoir de consensus, bon, bah, c'est comme ça. Et puis on aura, en tout cas en néonate, on aura plusieurs personnes pour essayer d'impliquer aussi les régions. Une dernière question. Toujours dans la vision de l'obstétricien, on a toujours l'impression que dans l'asphyxie néonatale, nous, ce qu'on a fait depuis maintenant plusieurs dizaines d'années n'a pas changé grand-chose. Et on a tendance à avoir cette idée que le pronostic, finalement, depuis 20 ans, enfin, je veux dire 20 ans, on n'a pas changé grand-chose. Alors que, par exemple, pour la prématurité, il y a les corticoïdes, il y a des choses. Est-ce que l'hypothermie a vraiment changé quelque chose? Est-ce qu'on améliore depuis maintenant 10, 20 ans les pronostics, ou on reste sur cette idée que tout ce qu'on a fait ou tout ce qu'on fait pour l'instant, le monitoring, les surveillances en perpartum, en fait, ça ne change pas grand-chose sur l'asphyxie néonatale? Enfin, moi, je pense qu'il ne faut pas changer les messages, hein, que disait tout à l'heure Olivier, il ne faut pas changer du tout les messages, hein. Mais c'est vrai que objectivement, on n'a pas beaucoup diminué le taux d'encéphalopathie néonatale précoce, hein. Il y a des études qui évaluent aux États-Unis, il y en a plusieurs, hein, maintenant il y en a 3 ou 4, hein, qui évaluent la montée des taux de césarienne de façon fantastique, et donc le taux d'encéphalopathie néonatale précoce, il reste plat depuis les années 50, hein, ou 56 ou 60, je ne sais plus très bien. Donc ça, de ce point de vue-là, oui. Après, je pense qu'en France, on est quand même relativement privilégié, hein, donc quand même, et que les enfants, ils sont malgré tout, justement, en entendant Isabelle, je réfléchissais à savoir si j'avais vraiment, parce que nous, on ne fait pas aussi bien que ce que fait Isabelle pour dire si c'est suboptimal ou pas. On ne fait pas forcément de RMM pédiatrique, j'entends. On fait des RMM avec les obstétriciens et tout ça, pour revoir a priori, a posteriori les rythmes, hein, mais ça fonctionne quand même pas si mal, hein. Donc moi, je trouve en France, et c'est vrai qu'en tout cas, la réanimation d'un enfant en arrêt cardiaque en salle de naissance, bon, moi je trouve que vraiment... Moi je suis arrivée dans une région où c'est différent, région PACA, où c'est pas... Voilà, non mais voilà, les enfants, on a eu un nouveau-né en Corse par exemple, on ne pouvait pas physiquement aller le chercher pour l'amener en réanimation néonatale. Donc, il y a quand même des soins suboptimaux pour certains patients où on pourrait faire différemment. Par contre, moi, ce que je trouve avec d'expérience, c'est que donc l'examen neurologique du nouveau-né est très important, mais il est très difficile. Il est très difficile parce qu'il fluctue au cours du temps, hein, dans les premières heures, et donc c'est très difficile. Et c'est pour ça que moi, on demande à tout le monde de transférer, même si c'est par excès, les enfants, les nouveau-nés qui ont un examen neurologique anormal, parce que, encore une fois, ça fluctue au fil du temps, et qu'en fonction de l'examinateur, on peut avoir un score d'évaluation qui soit un petit peu différent. Et donc, il ne faut pas hésiter à transférer. Et puis, c'est vrai que nous, dans notre expérience aussi, on a la même chose que dans la cohorte. Enfin, on a participé évidemment à la cohorte, mais depuis, le temps a passé, et c'est vrai qu'on se rend bien compte qu'on met en hypothermie des enfants qui n'ont pas tous les critères au départ de mise en hypothermie, qui sont le
pH en particulier. Normalement aussi, il y a des critères électroencéphalographiques, à mon sens, qui devraient être aussi présents, mais qui ne sont pas réalisables par toutes les équipes en France. Et c'est du reste un grand problème pour l'analyse des essais randomisés, c'est que, en fait, les conditions de mise en hypothermie dans les essais randomisés initiaux ne sont pas les mêmes. Et donc, il y a des enfants qui ont été mis en hypothermie sur des critères d'encéphalopathie néonatale précoce plus ou moins bien évalués cliniquement, à mon sens, mais parfois, il n'y a pas de EG. Donc il y a probablement des enfants de stade 1 qui ont été mis en hypothermie, voire des enfants qui se sont améliorés très rapidement, comme on en voit en une demi-heure, 3/4 d'heure, donc, parce qu'ils étaient dans un centre où ils avaient l'hypothermie. Donc tout ça, ça rajoute à la complexité. Mais bon, à mon sens, on est dans une maladie extrêmement complexe dont on n'a pas fini de connaître tous les... Et que la plupart des enfants sont probablement des enfants qui ont une encéphalopathie avec des critères d'asphyxie subaiguë, sub-130, comme c'était décrit dans les modèles animaux initiaux chez le singe. Les expériences qui ont été faites chez le singe par Myers en 1983, on ne les cite plus, mais c'est pourtant ça qui est probablement la traduction de ce qui se passe dans un certain nombre de cas, pas tant tous, et avec des enfants qui ont diverses lésions radiologiques en fonction des modalités de constitution de l'asphyxie. Donc, soit des compressions de cordon, soit des compressions très aiguës, des compressions subintenses, et donc voilà. C'est vrai qu'on ne se réfère pas du tout assez, et nous, on ne fait que parler de l'asphyxie à travers l'expérimentation animale, finalement, parce qu'on n'a jamais la preuve de ce qui s'est passé réellement. Avec toutes les limites des modèles animaux quand on s'intéresse au développement dans l'espèce humaine. Merci beaucoup à tous ceux qui sont restés, à tous les orateurs. Merci, bonne soirée, à demain.